Bonsoir. La nuit s'installe doucement autour de vous, une nuit propice aux questions silencieuses, aux pensées qui dérivent comme des nuages dans un ciel d'encre. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration trouver son rythme naturel, sentez votre corps s'alourdir progressivement contre le matelas, les tensions de la journée qui se relâchent une à une. Ce soir, nous allons explorer ensemble un territoire étrange et familier à la fois, le territoire de votre propre perception, cette frontière floue entre ce qui existe vraiment et ce que votre esprit construit, entre le monde tel qu'il est et le monde tel que vous le vivez. Car il y a quelque chose de troublant que la science moderne a découvert, quelque chose qui remet en question notre rapport le plus évident à la réalité. Votre cerveau ne se contente pas d'enregistrer passivement ce qui l'entoure, comme une caméra qui capturerait fidèlement la scène devant elle. Il anticipe, il prédit, il invente. À chaque instant, votre esprit fabrique une version du monde, une représentation qui n'est jamais tout à fait exacte, mais qui vous semble si naturelle que vous ne remettez jamais en question son authenticité. Vous croyez voir ce qui est là, entendre ce qui résonne, sentir ce qui vous touche, mais une grande partie de ce que vous percevez n'existe que dans les circuits électriques et chimiques de votre cerveau, dans ces milliards de connexions qui tissent continuellement une histoire, votre histoire de la réalité. Fermez les yeux un instant ou laissez-les simplement se reposer. Pensez à ce moment précis, à cette chambre autour de vous, à cette obscurité qui vous enveloppe. Vous avez l'impression d'être présent, ici et maintenant, de percevoir les choses telles qu'elles sont. Mais d'après ce que l'on sait, cette impression est elle-même une construction, une illusion particulièrement sophistiquée que votre cerveau a perfectionnée au fil de millions d'années d'évolution. Le cerveau humain contient environ 4,26 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité qui dépasse presque l'entendement. Ce réseau traite en permanence des quantités astronomiques d'informations, des signaux électriques qui parcourent vos nerfs, des messages chimiques qui traversent les synapses, des patterns d'activité qui se propagent comme des vagues à travers le cortex. Mais voici le détail fascinant, le détail qui change tout. La majorité de cette activité ne concerne pas ce qui arrive en ce moment, mais ce qui pourrait arriver dans l'instant suivant. Votre cerveau ne vit pas dans le présent, il vit dans le futur, immédiat, dans l'anticipation constante de ce qui va se produire. Les neuroscientifiques appellent cela le cerveau prédictif, ou parfois le cerveau bayésien, en référence aux probabilités qui gouvernent ces calculs. L'idée est simple en apparence, mais profondément déstabilisante dans ses implications. Votre cerveau génère en permanence des prédictions sur ce que vos sens vont lui transmettre. Il construit des modèles du monde, des hypothèses sur ce qui devrait être là, ce qui devrait se passer. Et quand les informations sensorielles arrivent, effectivement, venant de vos yeux, de vos oreilles, de votre peau, le cerveau ne les traite pas comme des données brutes à enregistrer. Il les compare à ses prédictions. Il calcule l'écart entre ce qu'il attendait et ce qu'il reçoit. Si la prédiction était correcte, si le monde se comporte comme prévu, votre cerveau n'a presque rien à faire. Il peut économiser son énergie, continuer à fonctionner sur pilote automatique. Mais si quelque chose d'inattendu se produit, si les données sensorielles contredisent la prédiction, alors seulement votre cerveau accorde de l'attention. Alors seulement il ajuste son modèle. Il met à jour sa compréhension, ce qu'on appelle l'erreur de prédiction. Cela signifie que la majeure partie de votre expérience consciente, de ce que vous voyez, entendez, ressentez, n'est pas construite à partir des informations qui entrent, mais à partir des prédictions qui descendent. Votre cerveau génère une hallucination contrôlée, une simulation interne du monde, et il ne consulte les sens que pour vérifier si cette simulation est à peu près correcte. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que votre cerveau s'attend à ce qu'il soit. Prenez un instant
pour laisser cette idée se déposer. Ce que vous percevez en ce moment, les contours de votre chambre dans l'obscurité, le poids de la couverture sur votre corps, le son de votre propre respiration, tout cela est une reconstruction, une interprétation, une prédiction que votre cerveau raffine continuellement. Les preuves de cette nature prédictive du cerveau sont partout. Si l'on sait où regarder, elles se manifestent dans ces petits décalages entre ce que nous croyons percevoir et ce qui est réellement là, dans ces illusions qui nous trompent si facilement, dans ces moments où le cerveau remplit les blancs avec ce qu'il pense devoir être là. Considérez votre vision, cette capacité apparemment simple de voir le monde autour de vous. Vous avez l'impression de percevoir une scène complète, nette et détaillée du centre jusqu'au bord de votre champ visuel, mais c'est une illusion. Vos yeux possèdent une petite zone au centre de la rétine, appelée la fovea, où les récepteurs visuels sont densément concentrés. C'est la seule région où vous voyez vraiment avec clarté. Le reste de votre champ visuel est beaucoup plus flou, beaucoup moins détaillé que vous ne le croyez. Votre cerveau compense, il remplit les zones floues avec des prédictions basées sur ce qu'il connaît déjà, sur ce qu'il a vu un instant plus tôt, sur ce qui a du sens dans ce contexte. Il crée l'illusion d'une vision complète et nette, alors qu'en réalité, vous ne voyez clairement qu'un tout petit fragment à la fois. Et il y a plus étrange encore, chacun de vos yeux possède un point aveugle, une zone de la rétine dépourvue de récepteurs, là où le nerf optique quitte l'œil. À cet endroit précis, vous ne pouvez rien voir, c'est un trou dans votre vision. Pourtant, vous n'avez jamais remarqué ce trou, jamais. Pourquoi ? Parce que votre cerveau le remplit, il invente ce qui devrait être là, il complète l'image en se basant sur les informations environnantes, en extrapolant, en devinant, et il le fait si bien que vous n'avez jamais soupçonné l'existence de cette absence. Votre cerveau est un maître du remplissage, de la complétion, de l'invention discrète. Il remplit les silences avec ce qu'il pense que vous auriez dû entendre. Il complète les phrases avant même qu'elles soient terminées. Il anticipe le mouvement d'un objet et le voit là où il devrait être plutôt que là où il est vraiment. Cette capacité prédictive est essentielle. Elle vous permet de naviguer dans un monde qui change constamment, de réagir rapidement, de ne pas être submergé par le flot incessant d'informations sensorielles. Sans elle, vous seriez paralysé, incapable de donner du sens au chaos de stimuli qui bombardent vos sens à chaque instant. Mais elle a un prix. Le prix est que vous ne percevez jamais vraiment le monde tel qu'il est. Vous percevez toujours une version retardée, filtrée, interprétée, une version construite par vos attentes, vos expériences passées, vos croyances. Il existe même un délai temporel subtil dans votre perception. Quand la lumière frappe votre rétine, quand un son entre dans votre oreille, il faut du temps pour que ces signaux voyagent le long de vos nerfs jusqu'au cerveau, pour qu'ils soient traités, interprétés, assemblés en une expérience consciente. Ce délai est minuscule, quelques centaines de millisecondes, mais il existe. Techniquement, vous vivez toujours légèrement dans le passé. Vous percevez le monde, non pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a une fraction de seconde. Votre cerveau compense ce délai en prédisant où les choses vont être, en anticipant le mouvement, en projetant l'état futur du monde. C'est pourquoi vous pouvez attraper une balle lancée vers vous, pourquoi vous pouvez naviguer à travers une foule en mouvement, pourquoi vous pouvez conduire une voiture à grande vitesse. Si vous ne perceviez que ce qui est déjà arrivé, si vous réagissiez uniquement aux données sensorielles brutes avec leur délai inhérent, vous seriez toujours en retard, incapable de répondre efficacement au monde dynamique autour de vous. Vos prédictions vous permettent de vivre dans un présent qui est en réalité légèrement futur, de compenser le délai neural en anticipant ce qui va se passer. Les illusions d'optique exploitent
brillamment cette nature prédictive du cerveau. Elle crée des situations où vos prédictions habituelles ne fonctionnent plus, où les indices visuels se contredisent, où votre cerveau doit choisir entre plusieurs interprétations également plausibles. Pensez à ces images qui semblent bouger alors qu'elles sont parfaitement statiques, ces motifs géométriques qui donnent l'impression de tourner ou de pulser. Votre cerveau détecte des patterns qui ressemblent à ceux du mouvement et il prédit que quelque chose bouge, même si rien ne bouge réellement. L'illusion surgit du conflit entre la prédiction et la réalité, ou ces images ambiguës qui peuvent être vues de deux façons différentes. Le vase qui devient deux visages, l'escalier qui monte ou descend selon comment on le regarde, la jeune femme qui se transforme en vieille dame. Votre cerveau oscille entre deux prédictions valides, deux interprétations possibles, et il ne peut pas les maintenir simultanément. Il bascule de l'une à l'autre, créant cette sensation étrange de voir la même image changer sous vos yeux. Il y a aussi ces illusions plus subtiles, celles qui révèlent comment votre cerveau construit la couleur, la profondeur, le contraste. La couleur, par exemple, n'existe pas vraiment dans le monde physique. Ce qui existe, ce sont des longueurs d'onde de lumière, des fréquences électromagnétiques. C'est votre cerveau qui transforme ces longueurs d'onde en l'expérience subjective de la couleur, qui crée le rouge, le bleu, le jaune tel que vous les percevez. Et votre cerveau ne fait pas cela de manière absolue, il ajuste constamment sa perception des couleurs en fonction du contexte, de l'éclairage ambiant, de ce qu'il s'attend à voir. Il y a cette image célèbre d'une robe qui a circulé sur Internet. Certains la voyaient bleue et noire, d'autres la voyaient blanche et dorée. Les deux groupes regardaient exactement la même image, les mêmes pixels, les mêmes longueurs d'onde de lumière, mais leur cerveau faisait des prédictions différentes sur l'éclairage de la scène, et ces prédictions différentes créaient des perceptions de couleurs radicalement différentes. Cet exemple montre de manière frappante que la couleur n'est pas une propriété objective des objets, mais une construction de votre cerveau, une interprétation basée sur des hypothèses, sur le contexte. Mais les illusions ne sont pas que visuelles, elles touchent tous vos sens. Il existe des illusions auditives où vous entendez des mots qui n'ont jamais été prononcés. Votre cerveau complète les sons manquants en se basant sur le contexte, sur ce qui aurait du sens. Des chercheurs ont créé des enregistrements ambigus où les gens entendent des phrases différentes selon ce qu'on leur dit d'écouter. Le même stimulus acoustique produit des perceptions complètement différentes. Il y a l'effet McGurk, une illusion fascinante où votre vision influence votre audition. Si vous regardez une vidéo de quelqu'un prononçant une syllabe, mais que le son correspond à une syllabe différente, vous entendrez souvent une troisième syllabe, un compromis entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Votre cerveau intègre les informations visuelles et auditives en une seule prédiction, et cette prédiction unifiée détermine ce que vous percevez. Cela révèle que vos sens ne fonctionnent pas de manière isolée, mais s'influencent mutuellement. Votre cerveau construit une représentation cohérente du monde en fusionnant les données de tous vos sens. Des illusions tactiles où vous ressentez une sensation à un endroit de votre corps alors que le stimulus se trouve ailleurs parce que votre cerveau a appris à associer certaines sensations à certains emplacements. Il y a l'illusion de la main en caoutchouc où si vous regardez une main artificielle être touchée pendant que votre vraie main cachée est touchée de la même façon. Après quelques instants, vous commencez à ressentir que la main artificielle est votre main. Votre cerveau prédit que la main que vous voyez être touchée devrait produire des sensations tactiles, et quand ces sensations arrivent effectivement de votre vraie main, il intègre les deux sources d'informations et crée l'illusion que la main artificielle vous appartient. Des illusions gustatives où le goût d'un aliment change selon sa couleur ou son odeur. Votre cerveau intègre différentes sources d'informations
et génèrent une perception unifiée qui n'est pas fidèle à aucune d'entre elles. Des études ont montré que si vous colorez du chi vin blanc en rouge, des dégustateurs expérimentés le décriront avec des termes normalement réservés au vin rouge. Leur cerveau prédit certaines saveurs basées sur la couleur, et cette prédiction influence fortement leur perception du goût. Toutes ces illusions révèlent la même vérité fondamentale. Votre perception n'est pas une fenêtre transparente sur la réalité, c'est une interprétation active, une construction continue, une histoire que votre cerveau se raconte à lui-même. Et cette histoire est profondément influencée par votre passé, par tout ce que vous avez vécu, appris, ressenti. Chaque expérience laisse une trace dans votre cerveau, modifie légèrement les connexions entre neurones, renforce certaines associations, affaiblit d'autres. Ces traces accumulées forment ce qu'on pourrait appeler votre modèle du monde, votre compréhension implicite de comment les choses fonctionnent, de ce qui est normal, de ce qui est probable, et c'est ce modèle qui génère vos prédictions. Si vous avez grandi dans un environnement où certains sons étaient associés au danger, votre cerveau continuera à prédire le danger quand il entendra ces sons, même des années plus tard, même dans un contexte parfaitement sûr. Si vous avez appris qu'un certain type de situation mène généralement à un certain résultat, votre cerveau prédira automatiquement ce résultat et vous le percevrez comme probable même si les circonstances ont changé. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et la percevoir de façon radicalement différente. Leur cerveau génère des prédictions différentes, basées sur des expériences passées différentes, et donc ils construisent des réalités subjectives différentes. Aucune des deux n'est plus vraie que l'autre. Ce sont simplement deux interprétations différentes des mêmes données brutes, deux histoires différentes racontées par deux cerveaux différents. Pensez à ces moments où vous êtes dans un environnement familier, votre maison, votre bureau, un chemin que vous empruntez chaque jour. Vous naviguez presque automatiquement, sans vraiment regarder, sans vraiment faire attention. Vous pouvez marcher dans votre appartement dans l'obscurité presque complète, éviter les meubles, retrouver les interrupteurs, parce que votre cerveau a construit un modèle si précis de cet espace qu'il peut prédire où tout se trouve. Mais parfois, quelque chose change. Un meuble a été déplacé, un objet a été laissé dans un endroit inhabituel, et vous trébuchez, vous êtes surpris, désorienté un instant. Ce n'est pas que vos sens vous ont trompé, c'est que vos prédictions étaient fausses. Votre modèle mental ne correspondait plus à la réalité. Et cette erreur de prédiction crée une sensation distincte, une petite secousse d'attention, votre cerveau qui réalise soudain qu'il doit mettre à jour son modèle. Cette même dynamique se joue à chaque instant de votre vie, mais la plupart du temps de façon si subtile que vous ne la remarquez pas. Votre cerveau prédit constamment, corrige constamment, affine constamment son modèle du monde. C'est un processus fluide, continu, qui fonctionne en arrière-plan de votre conscience. Et c'est précisément parce que ce processus fonctionne si bien, si silencieusement, que vous avez l'illusion de percevoir directement la réalité. Vous ne sentez pas la construction, vous ne remarquez pas l'interprétation, vous ne voyez pas les prédictions, vous voyez simplement le monde, apparemment tel qu'il est. La mémoire joue un rôle central dans ce processus prédictif, mais la mémoire elle-même n'est pas un enregistrement fidèle du passé, contrairement à ce que nous aimerions croire. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, votre cerveau ne récupère pas un fichier intact, il reconstruit le souvenir à partir de fragments dispersés, d'indices partiels, et dans cette reconstruction, il ajoute inévitablement des éléments, il comble les lacunes, il modifie des détails pour que l'ensemble ait du sens. Vos souvenirs sont eux aussi des prédictions, des reconstructions basées sur ce que votre cerveau pense que vous avez dû vivre, influencées par ce que vous avez vécu depuis, par vos croyances actuelles, par les histoires que vous vous êtes racontées. Il y a des expériences troublantes qui le démontrent. Des chercheurs ont montré à des participants des photos de leur enfance, dont certaines avaient été falsifiées,
des images créées en combinant des éléments réels avec des situations inventées. Et après quelques séances où on leur demandait simplement de se souvenir de ces événements, une proportion significative des participants développaient de faux souvenirs. Ils se rappelaient des détails de choses qui n'avaient jamais eu lieu. Ils pouvaient décrire des sensations, des émotions associées à ces événements fictifs. Leur cerveau avait comblé les blancs, avait construit une histoire cohérente, et cette histoire était devenue indistinguable d'un vrai souvenir. Il y a même des cas où des souvenirs entiers peuvent être implantés. Dans une étude célèbre, des chercheurs ont convaincu des participants qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial pendant leur enfance, un événement qui n'avait jamais eu lieu. En combinant des suggestions subtiles avec des demandes répétées de se souvenir, environ un quart des participants ont développé des souvenirs détaillés de cet événement fictif. Cela ne signifie pas que tous vos souvenirs sont faux. La plupart contiennent un noyau de vérité, reflètent des événements qui se sont réellement produits, mais cela signifie que vous ne pouvez jamais être absolument certain de l'exactitude de vos souvenirs, même ceux qui vous semblent les plus vivaces, les plus certains. Chaque fois que vous vous souvenez, vous reconstruisez, et dans cette reconstruction, de petites erreurs s'introduisent, des détails changent, l'histoire se déforme légèrement. Il y a quelque chose de troublant, mais aussi de libérateur dans cette réalisation. Si vos souvenirs ne sont pas des enregistrements figés, mais des reconstructions vivantes, cela signifie que votre relation au passé n'est pas complètement déterminée. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais la façon dont vous vous en souvenez, la signification que vous lui donnez, l'histoire que vous en faites, tout cela peut évoluer. Un événement douloureux du passé peut être remémoré différemment à mesure que vous gagnez en perspective, en compréhension, en maturité, pas parce que l'événement change, mais parce que votre façon de le reconstruire change. Votre cerveau intègre de nouvelles informations, de nouvelles expériences et crée une nouvelle version du souvenir. Cela pourrait suggérer que votre passé lui-même, tel que vous le connaissez, est en partie une fiction, une reconstruction continuellement mise à jour pour s'accorder avec qui vous êtes maintenant. Votre identité, votre histoire personnelle, votre compréhension de vous-même, tout cela repose sur des souvenirs qui sont malléables, imparfaits, influencés par le présent autant que par le passé. Vous n'êtes pas simplement le produit de votre histoire, vous êtes aussi le créateur de cette histoire, le conteur qui la réécrit constamment. Et au-delà de la mémoire, il y a l'émotion. Vos émotions ne sont pas des réactions passives à ce qui vous arrive, elles sont elles aussi des prédictions, des interprétations que votre cerveau construit en temps réel. Quand votre cœur bat plus vite, quand votre respiration s'accélère, quand vos muscles se tendent, votre corps envoie des signaux à votre cerveau, mais ces signaux sont ambigus, ils pourraient signifier que vous êtes excité ou anxieux ou en colère ou amoureux. Votre cerveau doit interpréter ces signaux, leur donner un sens, et il le fait en se basant sur le contexte, sur ce qui se passe autour de vous, sur ce que vous attendez de ressentir. Si vous êtes dans une situation que votre cerveau prédit comme dangereuse, il interprétera ces signaux corporels comme de la peur. Si vous êtes avec quelqu'un que votre cerveau associe à des expériences positives, il interprétera les mêmes signaux comme de l'attraction, du bonheur. Vos émotions émergent de cette interaction complexe entre les signaux de votre corps et les prédictions de votre cerveau. Elles ne sont pas simplement causées par le monde extérieur, elles sont co-créées par votre esprit. Il y a une expérience classique qui illustre cela. Des chercheurs ont fait traverser à des participants un pont suspendu instable et effrayant, ou un pont stable et sûr. Au milieu du pont, une assistante attirante les arrêtait pour leur poser quelques questions et leur donnait son numéro de téléphone. Les participants qui avaient traversé le pont effrayant
étaient beaucoup plus susceptibles d'appeler l'assistante plus tard. Ils rapportaient une plus grande attraction pour elle. Pourquoi ? Parce que leur cœur battait vite à cause de la peur du pont, mais leur cerveau, voyant une personne attirante, interprétait cette activation corporelle comme de l'attraction romantique plutôt que de la peur. Les mêmes signaux physiologiques, deux interprétations différentes, deux émotions complètement différentes. Cette malléabilité des émotions, cette dépendance au contexte et aux prédictions, a des implications profondes. Cela signifie que vos émotions ne sont pas des vérités absolues sur le monde. Elles sont des interprétations, des hypothèses sur ce qui se passe. Et comme toutes les hypothèses, elles peuvent être remises en question, révisées, mises à jour. Quand vous vous sentez anxieux, vous pourriez penser que c'est parce qu'il y a un danger réel, mais peut-être que c'est simplement parce que votre cerveau prédit un danger basé sur des expériences passées qui ne s'appliquent plus au présent. Reconnaître cela ne fait pas disparaître l'émotion, mais cela crée un espace, une distance, une possibilité de ne pas être complètement identifié à ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette réalisation. Si vos perceptions sont des prédictions, si vos souvenirs sont des reconstructions, si vos émotions sont des interprétations, alors qu'est-ce qui est réellement réel dans votre expérience ? Il y a bien sûr un monde extérieur, objectif, indépendant de votre conscience. Les objets existent, les événements se produisent, les lois de la physique gouvernent le cosmos, mais vous n'avez jamais accès à ce monde directement. Vous n'accédez qu'à la version que votre cerveau en construit, à travers le filtre de vos sens, de vos expériences, de vos attentes. Votre réalité subjective, le monde tel que vous le vivez, est un mélange inextricable du monde extérieur et de votre monde intérieur, de ce qui est là et de ce que votre esprit y projette. Et il n'y a aucun moyen de séparer proprement les deux, aucun moyen de percevoir le monde tel qu'il est vraiment, sans l'influence de vos prédictions. Les philosophes ont longtemps débattu de ces questions, de la nature de la réalité, de la fiabilité de nos sens, de la possibilité de la connaissance objective. Les sceptiques de l'Antiquité grecque, Pyrrhon et ses disciples, soutenaient qu'on ne peut être certain de rien, que chaque perception peut être trompeuse, que la sagesse consiste à suspendre son jugement. Descartes, dans ses méditations métaphysiques, doutait de tout ce qui pouvait être mis en doute, jusqu'à se demander si un démon malicieux ne le trompait pas en permanence sur la nature de la réalité. Emmanuel Kant, plus tard, proposa que nous ne pouvons jamais connaître les choses en soi, seulement les choses telles qu'elles nous apparaissent, filtrées par les structures a priori de notre esprit. Ce que la neuroscience moderne révèle, c'est que ces doutes philosophiques étaient en un sens justifiés, pas parce qu'un démon nous trompe, mais parce que notre propre cerveau, par sa nature même, construit une réalité subjective qui ne correspond jamais parfaitement à la réalité objective. Mais cette conclusion n'est pas aussi sombre qu'elle pourrait le paraître, car si votre cerveau construit la réalité que vous percevez, cela signifie aussi que vous avez un certain pouvoir sur cette réalité. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur par la seule force de votre pensée, mais vous pouvez changer la façon dont vous l'interprétez, la façon dont vous y réagissez, la façon dont vous le vivez. En comprenant que vos prédictions façonnent vos perceptions, vous pouvez commencer à questionner ces prédictions, à reconnaître qu'elles ne sont pas des vérités absolues, mais des hypothèses révisables. Prenez l'anxiété, cette sensation qui peut être si envahissante. Une partie de l'anxiété provient du fait que votre cerveau prédit continuellement des menaces. Il anticipe que quelque chose de mauvais va se produire, et parce que votre cerveau est un organe prédictif, ces prédictions de menaces influencent ce que vous percevez. Elles vous font remarquer tous les signaux qui confirment le danger et ignorer ceux qui suggèrent la sécurité. Mais si vous pouvez reconnaître que ces prédictions ne sont que des prédictions, pas des faits, pas des certitudes, vous créez un petit espace, un moment de recul. Dans cet espace, vous pouvez choisir de mettre à jour vos prédictions, de chercher activement des informations qui les contredisent, de vous rappeler que votre cerveau a tendance à surestimer les menaces
par précaution évolutive. C'est en partie ce que font les thérapies cognitives. Elles vous aident à identifier vos prédictions automatiques négatives, vos interprétations habituelles et à les questionner, à les remplacer par des interprétations plus équilibrées. Elles vous apprennent à devenir conscient de la façon dont votre esprit construit votre réalité et à participer activement à cette construction plutôt que d'en être le spectateur passif. Il y a aussi une autre dimension à cette histoire du cerveau prédictif. Votre cerveau ne prédit pas seulement ce qui va arriver dans le monde extérieur, il prédit aussi ce qui va se passer dans votre propre corps, dans votre esprit. Il génère continuellement un modèle de vous-même, de votre état physique, de vos états mentaux, de vos intentions. C'est ce qu'on appelle l'interoception, cette conscience diffuse de votre état interne, de votre fatigue, de votre faim, de votre inconfort, de votre bien-être. Et comme pour la perception externe, cette interoception n'est pas un enregistrement passif de signaux corporels, c'est une interprétation active, une prédiction de ce qui se passe en vous. Votre cerveau reçoit des milliers de signaux de votre corps à chaque instant, des informations sur votre rythme cardiaque, votre tension musculaire, votre température, votre niveau de glucose, l'état de vos organes internes, mais il ne transmet pas tous ces signaux à votre conscience. Ce serait écrasant, inutile. Au lieu de cela, il les agrège, les simplifie, les interprète et génère une impression générale de comment vous vous sentez. Et cette impression est elle aussi influencée par vos attentes, par ce que vous pensez devoir ressentir dans une situation donnée. Si vous croyez qu'une activité va être épuisante, votre cerveau prédira de la fatigue et vous vous sentirez effectivement plus fatigué. Si vous attendez qu'une substance vous rende alerte, comme une tasse de café, vous ressentirez un regain d'énergie même avant que la caféine ait eu le temps d'agir physiologiquement. C'est l'effet placebo, ce phénomène mystérieux et puissant où des traitements inertes, sans aucun principe actif, peuvent néanmoins produire des effets réels sur la santé. Pendant longtemps, l'effet placebo a été considéré comme une simple curiosité, une nuisance dans les essais cliniques, quelque chose à contrôler et à éliminer. Mais on commence maintenant à comprendre qu'il révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont le cerveau fonctionne. Quand vous prenez une pilule en croyant qu'elle va soulager votre douleur, votre cerveau prédit que la douleur va diminuer, et cette prédiction elle-même déclenche des changements neurologiques réels. Votre cerveau libère des endorphines naturelles. Il module l'activité des circuits de la douleur. Il ajuste votre perception. La prédiction devient en partie autoréalisatrice. Cela ne signifie pas que la douleur n'était que dans votre tête, au sens où elle n'était pas réelle. Toute douleur est dans votre tête, littéralement. C'est une expérience générée par votre cerveau. Et si votre cerveau peut moduler cette expérience en réponse à ses propres prédictions, alors ces prédictions ont un impact réel, mesurable, sur votre état. L'effet placebo peut être étonnamment puissant. Dans certaines études, des placebos ont soulagé la douleur aussi efficacement que des médicaments réels. Des patients atteints de la maladie de Parkinson ont montré des améliorations mesurables de leurs symptômes moteurs après avoir reçu des injections de solutions salines qu'ils croyaient être un traitement actif. Des personnes souffrant de dépression ont connu des améliorations significatives après avoir pris des pilules de sucre qu'elles pensaient être des antidépresseurs. Et voici ce qui est vraiment fascinant, l'effet placebo fonctionne même quand les gens savent qu'ils prennent un placebo. Des études récentes ont montré que si vous dites aux patients qu'ils reçoivent un placebo, mais que vous leur expliquez aussi comment l'effet placebo fonctionne, comment leurs attentes peuvent influencer leur état, beaucoup continuent à en bénéficier. Cela suggère que la connaissance consciente n'annule pas nécessairement les prédictions inconscientes, que votre cerveau continue à générer des effets basés sur le rituel du traitement, l'attention que vous portez à votre état, le contexte médical. Cette capacité du cerveau à s'influencer lui-même, à créer des boucles de rétroaction entre prédiction et perception,
entre attente et expérience est à la fois fascinante et troublante. Elle soulève des questions sur le libre arbitre, sur l'authenticité de nos expériences, sur la possibilité de nous connaître vraiment nous-mêmes. Si mes pensées influencent mes perceptions, et mes perceptions influencent mes pensées, où commence mon vrai moi dans cette boucle? Si mes émotions sont construites par mes interprétations, et mes interprétations sont colorées par mes émotions, quelle est la nature authentique de ce que je ressens? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Peut-être n'ont-elles pas de réponse du tout au sens traditionnel. Peut-être que le vrai vous n'est pas une essence fixe cachée quelque part dans votre cerveau, mais plutôt un processus dynamique, une émergence continue de cette interaction entre prédiction et perception, entre votre modèle du monde et les données qui le mettent à jour. Il y a une certaine beauté dans cette vision, même si elle peut sembler déstabilisante au premier abord. Elle suggère que vous n'êtes pas figé, pas déterminé par votre passé de façon absolue, pas prisonnier de vos prédictions habituelles, parce que le cerveau prédictif est aussi un cerveau qui apprend, qui s'adapte, qui révise constamment ses modèles en fonction de nouvelles expériences. Chaque fois qu'une prédiction s'avère fausse, chaque fois que la réalité vous surprend, c'est une opportunité d'apprentissage, une chance de mettre à jour votre compréhension, de devenir légèrement différent de ce que vous étiez. Le changement est possible, non pas parce que vous pouvez décider de changer par un acte de volonté pure, mais parce que vous pouvez vous exposer à des expériences qui défient vos prédictions, qui forcent votre cerveau à réviser ses modèles. Vous pouvez chercher activement la surprise, la nouveauté, les perspectives différentes, les situations qui ne correspondent pas à vos attentes. Et en faisant cela, vous permettez à votre cerveau de construire de nouvelles prédictions, de nouvelles façons de percevoir, de nouvelles versions de vous-même. Mais il faut aussi reconnaître les limites de cette plasticité. Certaines de nos prédictions les plus fondamentales sont gravées profondément, façonnées par des millions d'années d'évolution, par des expériences précoces pendant les périodes critiques du développement, par des traumatismes qui ont laissé des traces durables. Ces prédictions profondes ne se révisent pas facilement, elles résistent au changement, elles persistent même face à des preuves contradictoires répétées. C'est pourquoi certains patterns de pensée, certaines réactions émotionnelles, certaines perceptions de soi peuvent sembler si difficiles à modifier. Ce ne sont pas simplement de mauvaises habitudes qu'on pourrait changer par la seule volonté, ce sont des prédictions profondément ancrées, des modèles que le cerveau a appris à traiter comme des vérités fondamentales. Mais même ces prédictions profondes ne sont pas absolument immuables. Avec le temps, avec de la patience, avec des expériences répétées qui les contredisent systématiquement, elles peuvent se modifier lentement, progressivement. Pensez à la façon dont votre cerveau traite les visages. C'est l'une des capacités les plus anciennes et les plus fondamentales de notre cerveau social, développée sur des millions d'années. Dès la naissance, les bébés montrent une préférence pour les patterns qui ressemblent à des visages, 2 points au-dessus d'une ligne horizontale, la configuration la plus basique d'un visage. Votre cerveau possède des régions entières dédiées spécifiquement à la reconnaissance faciale, des circuits qui s'activent automatiquement quand vous voyez un visage, ou même quelque chose qui y ressemble vaguement. C'est pourquoi vous voyez des visages partout, dans les nuages, dans les taches sur les murs, dans les motifs du bois, dans l'avant d'une voiture. Votre cerveau prédit tellement fortement qu'un certain pattern représente un visage qu'il le voit même là où il n'y en a pas. Cette tendance s'appelle la pareidolie et elle révèle à quel point certaines de nos prédictions sont câblées profondément. Votre cerveau a été façonné pour détecter les visages, pour lire les expressions, pour interpréter les intentions des autres à partir de signaux faciaux subtils. C'était une question de survie pour nos ancêtres. Savoir rapidement si l'autre personne était amicale ou hostile pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Et cette urgence évolutive a laissé son empreinte dans votre cerveau moderne, vous faisant automatiquement chercher et interpréter les visages avec une priorité absolue.
De la même façon, votre cerveau est programmé pour détecter certains types de menaces, les serpents, les araignées, les hauteurs, l'obscurité, les espaces confinés. Ces stimuli déclenchent des réactions de peur plus facilement que d'autres, même chez des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience négative avec eux. C'est parce que vos ancêtres qui avaient peur de ces choses avaient plus de chances de survivre, de se reproduire, de transmettre leurs gènes. Au fil de millions de générations, cette tendance s'est renforcée jusqu'à devenir une partie intégrante de l'architecture de votre cerveau. Mais voici quelque chose d'intéressant et peut-être un peu inquiétant. Votre cerveau n'a pas évolué pour détecter les menaces modernes, les voitures rapides, les prises électriques, les fast-foods, les réseaux sociaux. Ces dangers sont trop récents, trop nouveaux pour que l'évolution ait eu le temps de développer des prédictions innées à leur sujet. C'est pourquoi vous pouvez avoir une peur viscérale d'une araignée inoffensive, tout en traversant distraitement une rue sans regarder, même si statistiquement, la rue est infiniment plus dangereuse. Votre cerveau prédit le danger là où vos ancêtres le rencontraient, pas nécessairement là où vous le rencontrez aujourd'hui. Ces décalages entre notre cerveau ancien et notre monde moderne créent des frictions intéressantes. Votre système de récompense, qui libère de la dopamine en réponse à certains stimuli, a évolué dans un environnement de rareté, quand la nourriture était difficile à obtenir, quand le sucre et le gras étaient précieux et rares. Il était adaptatif de ressentir un plaisir intense en les consommant, de vouloir en manger autant que possible. Mais maintenant, dans un monde d'abondance, où le sucre et le gras sont partout et bon marché, ces mêmes prédictions et récompenses créent des problèmes, des compulsions, des dépendances. Votre cerveau prédit toujours que ces substances sont rares et précieuses, même quand elles ne le sont plus, et cette prédiction façonne votre comportement d'une façon qui peut être contre-productive dans le contexte moderne. De la même manière, votre besoin de validation sociale, votre sensibilité au regard des autres, votre désir d'appartenance, tout cela a évolué dans de petits groupes où être rejeté pouvait signifier la mort. Pour vos ancêtres vivant en tribus de quelques dizaines d'individus, être exclu du groupe était une sentence de mort presque certaine. Personne ne pouvait survivre seul dans l'environnement hostile de la préhistoire. Alors votre cerveau a développé une sensibilité extrême aux signaux sociaux, une peur profonde du rejet, un besoin constant de vérifier où vous vous situez dans la hiérarchie sociale. Mais aujourd'hui, vous vivez dans un monde où vous pouvez être exposé au jugement de milliers, de millions de personnes, à travers les écrans, où chaque post, chaque photo, chaque commentaire peut être évalué, jugé, comparé. Votre cerveau ancien essaie de naviguer dans cet environnement social hyper connecté en utilisant des prédictions développées pour des groupes de 30 personnes. Le résultat est souvent de l'anxiété, du stress, une préoccupation obsessionnelle avec ce que les autres pensent. Votre cerveau prédit que le rejet social est catastrophique, parce que dans l'environnement ancestral, il l'était. Mais dans le contexte moderne, cette prédiction est souvent disproportionnée. Ces exemples illustrent une vérité importante sur le cerveau prédictif. Vos prédictions ne sont pas optimisées pour la vérité absolue. Elles sont optimisées pour la survie dans l'environnement où vos ancêtres ont évolué. Elles vous donnent une représentation du monde qui est assez bonne pour naviguer et survivre, mais pas nécessairement précise au sens objectif. Et quand l'environnement change rapidement, comme il l'a fait avec l'avènement de la civilisation, de la technologie, de la modernité, ces prédictions peuvent devenir inadaptées. Mais la bonne nouvelle est que le cerveau peut apprendre, peut s'adapter, peut développer de nouvelles prédictions, même contre ces tendances innées. C'est juste que cela demande du temps, de la répétition, de l'expérience consciente. Vous ne pouvez pas simplement décider rationnellement de ne plus avoir peur des araignées, parce que la peur est une prédiction profonde qui court-circuite votre raisonnement conscient. Mais vous pouvez graduellement, à travers des expositions répétées dans un contexte sûr,
apprendre à votre cerveau que cette prédiction de danger est exagérée, et lentement, la réponse de peur diminuera. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas encore complètement. La neuroscience du cerveau prédictif est un domaine relativement jeune, riche en découvertes, mais aussi en questions ouvertes. Nous commençons à comprendre comment le cerveau génère des prédictions, quelles régions sont impliquées, comment l'information circule entre les niveaux hiérarchiques du cortex, mais les détails précis restent flous. Les mécanismes exacts ne sont pas encore élucidés. Nous ne savons pas vraiment comment naît la conscience, cette expérience subjective d'être, ce sentiment de quelque chose que ça fait d'être vous. Le cerveau prédictif offre des pistes intéressantes. L'idée que la conscience pourrait émerger des prédictions de haut niveau que le cerveau fait sur lui-même, sur son propre état, mais ce ne sont encore que des hypothèses, des modèles théoriques qui attendent confirmation. Nous ne comprenons pas complètement pourquoi certaines personnes développent des troubles mentaux où les prédictions deviennent dysfonctionnelles. La schizophrénie pourrait impliquer des erreurs dans l'équilibrage entre prédictions et données sensorielles. L'autisme pourrait refléter des différences dans la façon dont les prédictions sont générées ou pondérées. Mais ce ne sont encore une fois que des débuts de compréhension, pas des explications complètes. Et au-delà des questions scientifiques, il reste les questions philosophiques, les questions de sens. Si notre perception de la réalité est construite par notre cerveau, si nos émotions sont des interprétations, si nos souvenirs sont des reconstructions, qu'est-ce qui donne de la valeur à notre expérience? Qu'est-ce qui rend nos vies significatives? On pourrait être tenté de tomber dans un nihilisme, de conclure que si tout est subjectif, si rien n'est vraiment réel, au sens où nous le pensions, alors rien n'a d'importance, mais ce serait une erreur. Car même si votre expérience est une construction, elle reste votre expérience, réelle pour vous, vécue intensément, chargée de sens. Le fait que votre cerveau construit votre réalité ne rend pas cette réalité moins précieuse, moins digne d'attention, moins importante. Au contraire, cela pourrait la rendre plus précieuse encore, parce que cela signifie que vous participez activement à sa création, que vous n'êtes pas un spectateur passif, mais un co-auteur de votre expérience. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette nature prédictive de notre esprit. C'est ce qui nous permet de raconter des histoires, d'imaginer des futurs possibles, de planifier, de rêver, de créer les mêmes mécanismes qui génèrent vos prédictions sur ce que vous allez voir dans l'instant suivant, sont ceux qui vous permettent d'imaginer comment votre vie pourrait se dérouler, de vous projeter dans des situations que vous n'avez jamais vécues, de sympathiser avec les expériences des autres. Votre capacité à anticiper, à prédire, à construire des modèles mentaux du monde est intimement liée à votre capacité à être créatif, empathique, réflexif. C'est ce qui vous rend humain au sens le plus profond. Alors peut-être que la leçon du cerveau prédictif n'est pas que nous devrions nous méfier de nos perceptions, les considérer comme illusoires ou trompeuses, mais plutôt que nous devrions les accueillir avec curiosité, avec ouverture, avec la conscience qu'elles sont des constructions, des interprétations, des histoires, que nous devrions rester humbles face à la complexité de la réalité, reconnaître que notre compréhension est toujours partielle, toujours filtrée, toujours révisable, et peut-être aussi que nous devrions être plus doux avec nous-mêmes et avec les autres, parce que si chacun construit sa propre réalité à partir de ses propres prédictions, basées sur ses propres expériences uniques, alors il est inévitable que nous voyions tous le monde un peu différemment, que nous ayons des désaccords, des malentendus, des perspectives qui semblent incompatibles. Ce n'est pas parce que certains ont raison et d'autres tort, mais parce que nous habitons tous des réalités subjectives légèrement différentes, construites par nos cerveaux, selon des modèles différents. Laissez maintenant ces pensées se déposer doucement, comme de la poussière qui retombe après avoir été soulevée. Votre cerveau continue son travail silencieux, même maintenant,
même pendant que vous vous détendez, pendant que le sommeil commence à vous appeler. Il génère des prédictions sur ce que vous allez ressentir dans l'instant suivant, sur la profondeur de votre respiration, sur la chaleur de votre lit, sur l'obscurité qui vous enveloppe. Il construit en permanence cette réalité subjective que vous habitez, cette bulle d'expérience qui est uniquement la vôtre, qui n'a jamais existé auparavant et n'existera jamais plus exactement de la même façon. Et il le fait avec une complexité, une sophistication, une efficacité qui dépasse tout ce que nous avons pu créer technologiquement. Vous portez en vous cette machine extraordinaire, ce réseau de milliards de neurones qui tissent continuellement le monde tel que vous le percevez. Un monde qui est à la fois réel et imaginé, objectif et subjectif, déterminé et créé. Un monde qui émerge de la rencontre entre ce qui est là et ce que vous êtes. Respirez profondément. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le repos, les tensions qui continuent de se relâcher, la conscience qui commence à se dissoudre doucement. Votre cerveau ralentit son rythme, passe progressivement en mode nuit, se prépare pour les rêves qui viendront bientôt. Et même dans le rêve, il continuera son travail de prédiction, de construction, de création, générant des mondes entiers sans aucune donnée sensorielle extérieure, prouvant encore plus clairement qu'il est un générateur de réalité, un tisseur d'expériences. Si ce voyage dans les méandres de votre propre esprit vous a intrigué, apaisé, accompagné, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Maintenant, laissez-vous glisser, laissez les frontières entre veille et sommeil devenir floues, perméables, inexistantes. Votre cerveau sait ce qu'il fait, il a pratiqué pendant toute votre vie, pendant des millions d'années d'évolution avant vous. Faites-lui confiance pour vous guider vers le repos, vers les rêves, vers cette autre forme de réalité qu'il construira pour vous pendant la nuit. Et que vos rêves soient doux, tissés de prédictions apaisantes, de reconstructions bienveillantes, de mondes intérieurs où vous êtes à la fois le créateur et l'explorateur. Bonne nuit.